Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en série, c'est aussi la diffusion de colloques et journées d'études universitaires consacrées aux séries. Dans cette série d'émissions, nous allons vous diffuser un colloque enregistré au mois de février 2023 que nous avions co-organisé, Histoire en série, avec Justine Breton, Viviane Berg et Florie Morin. La thématique était la fantaisie et donc le genre à travers la fantaisie. Bonne écoute à tous. On va écouter maintenant Florie Morin, qui est docteur en littérature française à l'université Clermont-Auvergne. Florie s'intéresse particulièrement à la fantasy, aux littératures de jeunesse, ainsi qu'à la représentation des femmes et du féminin dans ces domaines. Elle est l'autrice de plusieurs articles sur ces sujets et la rédactrice du carnet de recherche Fantasy Jeunesse, à retrouver sur hypothèse.org. Sa thèse, débutée en 2019 sous la direction de Françoise Laurent et Nelly Chabrol-Gagne, est intitulée « Itinéraire des figures féminines de la fantasy jeunesse » chez Pierre Bottero, Fées, sorcières et chasseresses. Et aujourd'hui, Florie va nous parler du personnage d'Alina Starkov, précisément la sanctification d'Alina Starkov dans la série Shadow and Bone, adaptée des romans de Leigh Bardugo. Florie, c'est à toi. Merci. Vous m'entendez bien, ça va? Allez, là c'est parti. Diffusé à partir de 2021 sur Netflix, comportant aujourd'hui une seule saison constituée de 8 épisodes, Shadow and Bone, la saga Grisha, est une série états-unienne adaptée des romans de fantasy de Leigh Bardugo qui s'inscrivent en fait dans un grand cycle, dans un grand univers qui est réemployé dans la série, c'est celui du Grishaverse. Il s'agit d'un ensemble de 7 romans et de 2 recueils de nouvelles. Alors, dans ma présentation, je vais me concentrer sur le premier tome de Grisha seulement, dont l'intrigue correspond en fait à la première saison. Dans un monde inspiré de la Russie des tsars, grandit une petite orpheline, Alina Starkov, au royaume de Ravka. Devenue cartographe au service de l'armée, Alina se prépare à traverser avec d'autres soldats le Fold, une gigantesque nappe de ténèbres qui divise le royaume en deux et qui grouille de monstres, comme vous pouvez le voir à l'écran. La traversée ne se déroule pas sans encombre et le skiff, le navire qui est utilisé pour cette traversée, est attaqué par les créatures des ténèbres. C'est alors qu'Alina semble se révéler et qu'un flot de lumière jaillit d'elle, permettant ainsi d'éloigner les monstres. Le phénomène est exceptionnel. Dans ce monde, des individus, donc les Grisha, sont capables de pratiquer la petite science, qui est une sorte de magie, mais aucun d'entre eux n'invoque la lumière. Alina se hisse alors au rang de l'exceptionnel et devient une élue, puisque tous l'aperçoivent dès lors comme celle qui sera en mesure de détruire le Fold. Elle devient ainsi une figure opposée et complémentaire à celle qui dirige les Grisha, le Darkling, un invocateur de ténèbres. Dans cette série, la question de l'identité, au premier plan celle d'Alina, est fondamentale. Les personnages ne manquent pas de l'indiquer et on ne compte plus les phrases qui sont adressées à l'héroïne, de type « qu'est-ce que vous êtes »,« vous savez qui vous êtes », etc. Entre ce qu'elle est, ce qu'elle croit ou devrait être et ce qu'elle devient, l'héroïne est aux prises avec de nombreux questionnements intérieurs. On suit à travers elle un itinéraire typique de la fantaisie, allant de la figure d'orpheline à celle de l'élu, sur le modèle d'Harry Potter, d'À la croisée des mondes, et puis de bien d'autres romans, d'autres séries encore. Mais plus qu'une élue, l'héroïne se rapproche du monde divin et devient une sainte, Sancta Alina. Alors, selon le dictionnaire de la Bible, la sainteté se définit ainsi. Donc littéralement, en hébreu, caractère de ce qui est séparé. Valeur éminente, sans proportion avec toute autre valeur, propre à Dieu et qui le sépare de toute chose créée.
Mais Dieu peut communiquer sa sainteté à l'homme si celui-ci se purifie du péché, se sanctifie, et à toute chose, objet ou personne qui lui est consacrée, c'est-à-dire qu'on introduit par un rite dans la sphère du divin. La personne ou l'objet consacré sont dès lors séparés de ce qui est profane. Avec les termes de rite, de consacré ou de profane résonne la notion d'initiation. Et c'est bien un tel scénario, l'amenant du monde profane à la sphère du divin, précisément, que vit Alina dans Shadow and Bone. Sa rencontre et sa fusion avec un animal christique, le cerf, dont elle portera les bois, est également en ce sens révélatrice. Si la notion d'identité est pour le moins intime, elle se manifeste ici extérieurement, à l'écran, notamment par le biais de l'apparence d'Alina et des costumes qu'elle revêt. Au moyen d'une lecture symbolique, je chercherai à montrer comment ces fluctuations identitaires se traduisent visuellement aux spectateurs et spectatrices. Alors, en première partie, une sainte en carton-pâte, construire une identité ou la révéler. Apparaissant au début de la série dans son uniforme kaki de l'armée, cheveux attachés, visage noirci de poussière, Alina est présentée comme une soldate. Elle se fond dans le monde qui l'entoure, un monde aux teintes de marron et de vert. Et puis majoritairement, la série décline un camailleux de couleur foncée et dessine un univers obscur qui rend d'autant plus éclatant, par contraste, le lumineux pouvoir d'Alina. Après que ce dernier se manifeste dans le Fold, la jeune femme est emmenée au Little Palace, la demeure des Grisha, et évolue près du roi et du Darkling dans un univers de cour. Cet univers est éminemment codifié. On y trouve une sorte de système de caste qui différencie les Grisha selon leur pouvoir. Ces membres revêtent tous un kefta, un manteau dont le tissu résiste au bal, vous en voyez des exemples ici, et ce manteau les distingue des non-Grisha. De plus, une distinction apparaît aussi entre eux, puisque la couleur du kefta indique l'appartenance de l'individu à un ordre précis. Les caporalki portent le rouge, les hétéralki le bleu, les matérialki le violet, tandis que le noir est exclusivement réservé aux darklings qui les gouvernent. Les broderies du manteau de différentes couleurs précisent aussi les pouvoirs du Grisha. Revêtir un kefta traduit donc une identité profonde. La question de la couleur du kefta d'Alina se pose à son arrivée, puisqu'elle est la seule de sa catégorie, la seule invocatrice de lumière. Elle rejette d'abord le noir du Darkling, qui veut la distinguer, pour le bleu des hétéralki, qui invoque les éléments. Seules les broderies dorées du kefta bleu la démarquent ainsi des autres. Dès lors qu'elle le revêt, Alina passe de cartographe, soldate à Grisha. Bon, s'il ne s'agit ici que de vêtements, la physionomie de l'héroïne connaît aussi un certain nombre de changements. Ceux-ci sont en partie dus à l'intervention d'une façonneuse qui est capable de modifier l'apparence physique et qui embellit à son sens Alina, notamment quand elle doit apparaître publiquement. Elle modifie alors la couleur de ses cheveux, de son teint et elle la maquille. L'une des modifications les plus symboliques a lieu dans l'épisode 4. Après un entraînement et après avoir eu une révélation sur laquelle je reviendrai, Alina demande à la façonneuse d'effacer une cicatrice qu'elle porte à la main. Ce stigmate est la marque d'une blessure qu'elle s'est infligée enfant et qui la relie à son camarade et amoureux avec qui elle a grandi à l'orphelinat, Mal Oredsef. Séparée du soldat et sans nouvelles de lui, Alina gomme son souvenir de son épiderme en même temps qu'elle efface, d'une certaine façon, son statut d'orpheline pour laisser place à l'invocatrice de lumière. Il est d'ailleurs à noter qu'après cette modification, concomitante d'une plus grande maîtrise de son pouvoir, Alina choisit finalement d'adopter la couleur du Darkling, avec lequel s'est aussi instauré un jeu de séduction, et de revêtir le kefta noir, en attendant de porter, à la fin de la série, des vêtements dorés. Le monde de la cour, du Little Palace et des Grisha est un monde d'apparence. Dans le premier tome, le Darkling le présente ainsi à Alina. Bienvenue à la cour, personne n'aime, mais nous essayons tous de faire bonne figure. La présentation d'Alina à la cour tient ainsi véritablement du spectacle. Alors, je vais m'arrêter ici sur un passage que je voulais vous montrer, c'est celui de la fête des neiges, que vous devez voir normalement ici. Alors, je ne vous mets pas le son, de toute façon, il n'y a pas de dialogue et ça me permet d'avancer. Donc, c'est la fête des neiges, fête dans laquelle Alina effectue une démonstration de son pouvoir pour le couple royal et pour les nobles qui sont venus des 4 coins du royaume.
La scène se déroule dans l'épisode 5, intitulé précisément « Montre-moi qui tu es ». Alina apparaît sur une sorte de scène, elle est en tout cas surélevée par rapport aux invités et aux grishas qui constituent le public. Elle se tient debout, en face d'eux, dans un environnement sombre qui met en évidence son pouvoir qui lui sert d'écrin. Elle est encadrée par des rideaux et des dorures qui font écho à sa tenue, et si elle n'est pas applaudie à la fin de la démonstration, je devance un peu les événements, mais vous allez le voir très vite, le public s'agenouille et se sanctifie devant elle. Je vous laisse le constater. Alors, la dimension théâtrale est particulièrement sensible ici. En amont de l'événement, un des personnages dit que le monde entier a été invité, je cite, à assister à un spectacle de magie de pacotille, et en dehors de cette scène se déploie toute une isotopie du théâtre, donc concentrée autour de la figure d'Alina. Dans la série, on trouve ainsi les termes spectaculaire, petit spectacle, rôle, public ou le verbe assister, qui reflète un vocabulaire qui est bien présent dans le livre, à la fois en anglais et en français. Alina, qui de prime abord dit qu'elle est une imposture, parce qu'elle ne parvient pas à invoquer seule de la lumière, devient peu à peu l'invocatrice que les autres ont devinée, et cet apprentissage passe par une initiation. Dans Initiation, rite, société secrète, Mircea Eliade décrit ainsi le processus initiatique. On comprend généralement par initiation un ensemble de rites et d'enseignements oraux qui poursuit la modification radicale du statut religieux et social du sujet à initier. Philosophiquement parlant, l'initiation équivaut à une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ces épreuves, le néophyte jouit d'une toute autre existence qu'avant l'initiation. Il est devenu un autre. Afin d'analyser le scénario initiatique d'Alina, donc de regarder les différentes étapes qui constituent cette initiation, je vais m'appuyer sur le schéma de Simone Vierne qu'elle propose dans Rite, roman initiation, en se fondant précisément sur les travaux de Mircea Eliade. Donc, je vous en propose ici une version très condensée, c'est pour davantage de clarté. Mais on voit apparaître 3 grands moments initiatiques, 3 étapes, la préparation, la mort initiatique, la renaissance. Alors, préparation, tout d'abord. On peut considérer que le lieu sacré est le Little Palace, un lieu qui est ouvert à celles et ceux qui ont déjà été initiés, les grishas, mais qui est hermétique aux profanes. Très tôt à son arrivée, Alina est préparée et purifiée en quelque sorte, elle est plongée de force dans un bain. La séparation, quant à elle, est assez évidente, elle est séparée de celles et ceux qui lui sont chers, de la première armée, de Mal, de son environnement familier. Vous m'avez arraché aux seuls amis que j'ai jamais eus, dit-elle dans le 2e épisode. Et on peut aussi voir apparaître ici le rapt qui est mentionné dans les rites d'entrée que vous voyez là. Vient ensuite la mort initiatique, moment central et fondamental, moment symbolique aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'une vraie mort, mais d'un simulacre qui signifie, je cite Simone Vierne, l'anéantissement de l'état antérieur. Alors, dans le cas d'Alina, cette mort initiatique a lieu dans la grotte de Baghra. Baghra, qui est une vieille femme grisha, sorte de professeur, qui habite une grotte dans la série. Bon, dans les livres, c'est une cabane. Donc, peu importe, quoi qu'il en soit, on a une symbolique assez similaire puisqu'il s'agit d'un lieu marginal. Et il y a bien une perte de connaissance puisque Baghra lui donne à boire un thé. Alors, Simone Vierne précise que la perte de connaissance peut aussi être provoquée par les boissons, entre guillemets, magiques, qui va la plonger, donc ce thé, dans un état autre, puisqu'elle a dès lors une vision de son passé, de l'orphelinat, et du moment où elle a, ce sont les mots de Baghra, réprimé sa vraie nature. Alors, reprenons le schéma. Les épreuves sont nombreuses pour Alina. Perte des siens, douleurs physiques. Elle est régulièrement frappée par Baghra, et puis elle subit aussi un entraînement intensif et violent. Puis nous trouvons des images de regressus ad uterum, c'est-à-dire de retour à l'état prénatal qui prépare symboliquement la renaissance. On a aussi des images de voyage aux enfers, et tout cela notamment à travers la grotte de Baghra, qui propose tout à la fois une image matricielle, mais aussi infernale, puisqu'il s'agit d'un lieu chtonien, obscur, où règne une chaleur perpétuelle qui fait transpirer Alina dès qu'elle s'y rend, apprend-on dans les romans.
Renaissance, enfin, synonyme d'acceptation pour Alina, puisqu'après cet épisode dans la grotte où elle boit le thé, elle parvient à créer seule de la lumière. Renée comme invocatrice, Alina prend par la suite une autre tenue, symbole de son nouvel état, le kefta noir, j'en ai parlé. Donc, il est important de noter que l'initiation fonctionne par degrés et que, comme l'explique Simone Vierne, le novice est souvent invité à parcourir une série de voyages qui forment des cycles. Donc, on peut tout à fait trouver des motifs qui se répètent précisément en raison de ce caractère potentiellement redondant de l'expérience initiatique. Dans Shadow and Bone, nous pouvons ainsi percevoir d'autres scénarios qui contribuent à séparer encore davantage Alina de son état premier pour la hisser vers la sainteté, vers le divin. C'est notamment le cas dans le dernier épisode où l'héroïne traverse le Fold. On retrouve les mêmes étapes que précédemment. Je ne vais pas les détailler pour des raisons de temps, mais c'est un passage où Alina s'embarque sur un skiff, que vous voyez ici, pour pénétrer dans le Fold. On a donc bien un voyage aux enfers et l'image de Charon à fleurs. Elle a ensuite une vision d'un cerf, alors qu'elle est sur le pont, pendant qu'ils sont attaqués donc, par les créatures qu'on a vues tout à l'heure. Une vision d'un cerf, et puis elle révèle son pouvoir, elle révèle qui elle est, la sainte de lumière, l'invocatrice, elle fait jaillir sa lumière, et elle proclame au Darkling: lors de notre première rencontre, vous m'avez demandé ce que j'étais, voilà ce que je suis. Puis elle lui dit avoir été choisie par un cerf, ce qui introduit très bien ma dernière partie, reine de lumière, reine cerf, hybridité et sainteté. À partir du 3e épisode, quelques brèves scènes montrant un cerf s'insinuent dans la série afin de traduire les visions d'Alina. Cette dernière voit l'animal dans son esprit à plusieurs reprises, alors qu'elle a été assommée par une adversaire, pendant son sommeil, donc en rêve plus ou moins, ou encore lorsque le vaisseau sur lequel elle se trouve est attaqué par le Fold, vous voyez ça en haut à droite. Dans le 3e épisode, elle écrit une lettre à Mal et mentionne précisément la créature. J'ai encore rêvé du cerf, indique la voix off de l'héroïne, et l'adverbe encore marque bien la persistance des visions. Peu à peu, le cerf occupe de plus en plus de place, à la fois dans les dialogues, puisque de nombreux personnages vont l'évoquer, vont en parler, et aussi dans les images, puisqu'il apparaît sous forme de vision, mais il est aussi représenté par des dessins, comme vous le voyez en bas à droite. Et puis, sur un autre plan, il figure seul sur les illustrations de couverture de certaines éditions. Alors, qu'est-ce que ce cerf ? Il s'agit d'une créature mythique, le cerf de Morozova, qui aurait été, selon la légende, créé par un grisha très puissant à partir des os de ses mains. Si l'animal venait à être tué, il pourrait servir d'amplificateur à un grisha, c'est-à-dire de catalyseur de son pouvoir. Le Darkling croit en cette légende et met tout en œuvre pour trouver ce cerf dans le but d'en faire l'amplificateur d'Alina qui lui permettrait de développer ses capacités et de détruire le Fold, prétend-il. Symboliquement, l'image du cerf, ici du cerf blanc en l'occurrence, m'a particulièrement intéressée. Il s'agit d'une créature qui apparaît fréquemment dans la littérature médiévale, souvent signe de merveilleux, mais aussi symbole christique. Dans les animaux célèbres, Michel Pastoureau évoque le cerf à travers les légendes de Saint Eustache et de Saint Hubert. La légende de Saint Eustache apparaît d'ailleurs dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Et donc, ces deux hommes, Saint Eustache et Saint Hubert, rencontrent dans différents contextes un cerf crucifère, c'est-à-dire un cerf portant un crucifix entre ses bois. Je vous en ai mis une représentation ici. Après cette vision, ce miracle, l'un se convertit et l'autre voit sa foi considérablement affirmée et devient par la suite évêque. Un lien relie donc bien l'animal au sacré et à la foi chrétienne. Pour Michel Pastoureau, on peut voir dans le cerf un animal solaire, un être de lumière, médiateur entre le ciel et la terre, d'où les nombreuses légendes médiévales, hagiographiques puis littéraires, construites autour du thème du cerf d'or, du cerf blanc, du cerf ailé, du cerf merveilleux, rencontré par un chasseur et portant entre ses bois un crucifix ou une croix lumineuse. Les auteurs en font un symbole de fécondité et de résurrection, une image du baptême, un adversaire du mal. Si le cerf Morozova qui se manifeste à Alina et qui paraît la guider ne porte pas de crucifix, notons que lors d'une de ces visions, l'héroïne perçoit tout de même une intense lumière qui se dégage d'entre ses bois.
Le lien entre la jeune femme et l'animal se renforce encore à partir de l'épisode 7, puisque tué par le Darkling, il devient l'amplificateur d'Alina et ses bois sont greffés de force dans la peau de l'invocatrice autour de son cou, formant un terrible collier. Alors, je vais montrer l'image, donc âme sensible, s'abstenir. Donc, il est intéressant de noter que la série accentue le phénomène en montrant les bois greffés dans la peau, tandis que le livre parle seulement d'un collier autour du cou, mais pas de cet ancrage épidermique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le cerf, mais ce que j'ai voulu mettre en avant ici est le fait qu'il contribue à sanctifier l'héroïne par l'imaginaire qu'il convoque avec lui. Il rend Alina encore plus extraordinaire, allant même jusqu'à créer, surtout dans la série, une figure hybride mi-femme, mi-cerf. Comme le souligne Michel Pastoureau, le cerf porte aussi en lui une symbolique de lumière et de renaissance. Donc on peut établir un parallèle avec l'expérience initiatique puisque la renaissance est bien l'ultime étape de ce processus. Dernier point, alors je vais un peu spoiler, je suis désolée, mais vous pouvez enlever le son pendant quelques instants, ça va être très bref et puis de toute façon c'est un petit spoil qui se perçoit déjà sur les couvertures des romans. Alors le cerf n'est pas le seul animal à être profondément attaché à Alina, d'autres le rejoignent dans les romans et sont porteurs de la même symbolique de renaissance, régénération. Alors pour Miranda Jane Green, l'autrice des mythes celtiques, pour le cerf, ça peut venir du fait qu'il perd ses bois de manière saisonnière avant qu'il ne repousse. Donc s'ajoutent à lui d'autres animaux porteurs de la même symbolique, le serpent blanc en plus dans les romans, qui est appelé dragon de glace, et le phénix, désigné par les termes d'oiseau de feu. Comment ne pas voir dès lors en Alina la sainte qui permettra au monde de renaître. Quelques mots rapidement de conclusion. Alors à mon sens, il serait préférable de parler dans le cas d'Alina d'un cumul d'identités, d'une mosaïque d'identités, plutôt que d'une identité singulière qui évoluerait. Les facettes de l'héroïne sont plurielles, elle est à la fois orpheline, cartographe, grisha, sainte ou martyre. Selon les situations et les épisodes de sa vie, l'une de ces identités occupe une plus grande place, mais sans définitivement occulter les autres. Si Alina est traitée de fantôme dans les dernières minutes de la saison 1, ce qui semble induire un gommage identitaire, et si elle souhaite disparaître, effacer une identité n'est toutefois pas chose aisée. Nul doute que la prochaine saison, puisque la série a été renouvelée, traite de cette thématique qui jalonne déjà toute la première. Dans le livre des saints, un livre annexe qui est mentionné dans les romans et qui apparaît dans la série, et puis qui a été publié, Lee Bardugo répertorie ces figures sacrées. L'héroïne y tient une place désignée comme Sancta Alina du Fold. Toutefois, ces autres identités ne sont jamais loin, en particulier celle d'orpheline, et Sancta Alina se révèle être, je cite, la sainte patronne des orphelins et de ceux qui ont des dons cachés. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's so